l'accompagnement des entreprises dans l'obtention de financement de l'innovation et de la recherche, Hemming vous propose régulièrement des webinaires sur cette thématique. Aujourd'hui, nous allons aborder plus spécifiquement la RID, Recherche, Innovation, Développement. Cette RID constitue un relais de croissance fort et tout particulièrement dans le contexte actuel. On le sait, ce contexte est caractérisé par de perpétuelles évolutions et une concurrence forte. Et pourtant, la bonne utilisation de cet investissement est primordiale, tant pour construire les profits de demain que pour se prémunir de coûts trop dispendieux. Alors, face à ces défis, comment piloter efficacement sa RID et en mesurer la performance? Peut-on réduire le coût de l'échec de son portefeuille de projet? Ou encore, peut-on optimiser l'allocation des ressources financières humaines sur les projets les plus porteurs de croissance? Estimer au plus tôt la valeur de vos projets R&D, même en contexte incertain, c'est le sujet de ce webinaire qu'Hemming vous propose aujourd'hui, avec nos deux intervenants aujourd'hui, Brice Obadia, consultant expert chez Hemming. Bonjour Brice. Bonjour. Et Alexandre Valt, consultant senior et business développeur chez Hemming également. Bonjour Alexandre. Bonjour Jean-Noël. Avec ce webinaire, Hemming souhaite vous faire découvrir une vision originale pour évaluer au plus tôt le potentiel et l'intérêt économique de projets à fort degré d'incertitude, incertitude d'ordre technologique ou en termes d'adhésion du marché. Le programme de ce webinaire que nous vous proposons aujourd'hui, la place de l'innovation en entreprise, le besoin d'indicateurs de pilotage de la R&D, le pilotage de la valeur en contexte incertain, le calcul d'espérance de rentabilité et enfin nous aborderons les autres indicateurs de valeur, notamment pour la dimension non économique. Ce webinaire se veut interactif. Pour cela, vous n'hésitez absolument pas à poser vos questions. Vous utilisez une petite fenêtre qui est sur la droite de votre écran, une fenêtre de chat. Vous posez vos questions tout au long de ce webinaire afin que nous puissions y répondre. Nous démarrons avec Brice et la première partie de l'innovation en entreprise. Merci Jean-Noël pour cette présentation. Alors pour introduire notre propos, nous souhaitons tout d'abord évoquer la place croissante qui a été prise par l'innovation au sein des entreprises ces dernières années. C'est vrai qu'il y a quelques années, je vais dire la R&D, aujourd'hui c'est une étape, une phase complètement indispensable puisque c'est la notion de survie de l'entreprise qui est en jeu. Donc ici on a fait figurer quelques exemples comme Apple, 3M ou Dyson qui aujourd'hui ont su prendre le virage de l'innovation pour s'engager dans une spirale positive qui leur permet de vendre leurs produits à des prix élevés et de pouvoir réinvestir dans l'innovation. À l'inverse, des entreprises comme Kodak, Nokia et MySpace sont beaucoup plus en difficulté et finalement ont raté un seul virage qui les a engagés dans une spirale plus complexe et qui, dans le cas de MySpace par exemple, a fait disparaître la société. Quand on parle d'innovation, alors elle est plutôt protéiforme et elle recoupe beaucoup de choses. On peut citer notamment les partenariats technologiques, les pilotages de projets, l'obtention de financement. Je veux dire, pour simplifier la chose, chez Hemming, on a simplifié, on a créé en fait 4 différents modules qui représentent l'innovation. Alors on admet que ça peut être discuté, mais voilà, c'est la vision qui a été choisie. Ces 4 missions, donc vous avez finalement le GPS de l'innovation, qui recoupe finalement le marketing de l'innovation et l'intelligence technologique. Le carburant d'innovation, qui est la recherche de financement, le nerf de la guerre. La stratégie et la politique de l'innovation avec la roadmap. Et enfin, le moteur d'innovation et plus précisément le processus de l'innovation qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors pourquoi s'intéresser à cette notion de processus de l'innovation? Quand on regarde comment fonctionne une entreprise, si on cite les 4 briques principales dans le fonctionnement, on va trouver la notion de conception, d'achat, de fabrication et de vente. On s'aperçoit que pour les 3 dernières, on va pouvoir utiliser des indicateurs qui sont assez simples et qui représentent très bien l'activité de ces fonctions-là. Pour la conception, on est un petit peu dans un monde à part. On a quelques grandes métriques plutôt macro, telles que le pourcentage le ratio
budget R&D sur TA, le nombre de brevets, mais c'est quelque chose qui est la R&D de la société, mais qui ne permet pas de mesurer finement à l'échelle d'un projet les critères de performance. Donc selon nous, la mesure de l'efficacité et de la performance de la R&D se pilote différemment. Du coup, on va commencer par 3 constats, dont le premier est le paradoxe de la R&D, donc recherche, innovation, développement. On a choisi de prendre des définitions assez simples de ces 3 termes-là, notamment sur la recherche, on va parler d'incertitudes technologiques ou scientifiques fortes. En termes d'innovation, on est sur des incertitudes marché qui sont également très fortes. Et en développement, on est plus sur des notions d'incertitude généralement plus faibles et qui peuvent être maîtrisées avec les principes de QCD, avec du Lean ou des choses comme ça. Donc on va s'attacher principalement dans ce webinaire à la recherche et à l'innovation qui font partie du coup des domaines d'incertitude fortes. Le paradoxe intervient à quel niveau? Le premier, c'est de se représenter le budget de recherche et d'innovation qui est faible par rapport au budget global de recherche, d'innovation et de développement. Cependant, ces travaux de recherche et d'innovation permettent de générer et contribuent fortement au profit de demain, donc à moyen et long terme. Donc si on veut augmenter les profits de demain, il faut améliorer les projets de recherche et d'innovation, soit par le budget, soit par la performance justement de cette recherche et d'innovation. La deuxième partie, il faut bien voir que les projets de recherche et d'innovation se situent très en amont du projet et il est très difficile d'estimer la rentabilité future d'un projet de recherche et d'innovation dès son lancement. Donc la recherche et l'innovation contribuent fortement au profit de demain. Cependant, il faut être capable le plus tôt possible d'en estimer la rentabilité pour être capable d'accorder le budget sur les projets les plus intéressants. Le deuxième constat vient du fait que, quand on a pu discuter avec les différents R&D, il y en a très peu qui nous ont dit qu'ils avaient trop de budget par rapport aux projets de RI. Donc il faut forcément choisir les projets de RI à lancer sur une année. Et pour cela, on a besoin de métriques pour apporter des éléments quantitatifs pour faire ce choix, justement. Au niveau des indicateurs de choix, ça c'est le troisième constat, on remarque généralement que les critères de décision d'une entité, enfin pas d'une entité, mais d'un département à un autre, peuvent varier. Par exemple, pour le pilotage stratégique, on est plus sur des notions de rentabilité. Le pilotage financier, on est plus sur des notions d'investissement. Et le pilotage scientifique sur les possibilités technologiques. Donc, en accordant plus d'importance à un paramètre particulier par rapport à un autre, on peut désynchroniser la prise de décision et donc altérer le potentiel de la recherche et de l'innovation. Merci messieurs, je me permets de vous interrompre, j'ai dit que ce webinaire était interactif et qu'il y avait la possibilité de poser des questions. Eh bien ça commence, on a une question en fait sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure. On nous demande pourquoi on exclut le développement dans la phase de développement dans cette approche. Alors en fait on n'exclut pas la phase de développement, c'est juste que d'un point de vue didactique pour ce webinaire, on a décidé de se positionner sur l'incertitude, les étapes présentant la plus forte incertitude. Le développement présentant des étapes d'incertitude beaucoup plus faibles peut bien sûr être traité par la méthode qu'on va vous présenter, mais du coup c'est vrai qu'on avait choisi de se faire un focus sur les étapes à forte incertitude en apportant justement l'intérêt de cette méthodologie pour cette typologie d'étapes. Alors, je vais reprendre la main. Oui, Fabrice maintenant. Pour appuyer, on a demandé aux consultants d'Hemming de nous faire part de leurs constats chez nos différents clients. Et du coup, ce qu'on va remonter,
c'est classiquement, il n'y a pas de traitement différencié finalement entre les projets de recherche, d'innovation et de développement. De la même manière, en termes de les indicateurs utilisés vont diverger au sein du CODIR. Nouveau constat, c'est que la complexité de mesure de la performance de la RI est en général liée au degré d'incertitude qui est plus ou moins fort selon les projets. Et donc cela peut créer un lien de prise, un frein à la décision d'investir, et finalement ça vient limiter le développement de l'entreprise par rapport à ses concurrents. Donc en conséquence, les problèmes que l'on cherche à résoudre sont les suivants. Donc c'est comment améliorer la performance de la RI si elle n'est pas mesurée, sur quel projet investir préférentiellement pour maximiser les chances de profit à long terme, et comment faire la sélection des projets pour constituer un portefeuille cohérent et rentable. Pour répondre à ces questions, on se propose d'avoir la vision suivante et le référentiel suivant. Donc la logique voudrait que pour identifier les relais de croissance de demain, on adopte une vision commune des différentes instances décisionnelles à l'échelle du projet et à l'échelle d'un portefeuille du projet. Cette vision doit s'appuyer sur des éléments mesurables et concrets. Merci messieurs. L'interactivité de ce webinaire va se poursuivre parce que nous allons vous poser quelques questions. On va faire un petit sondage en direct. Vous allez avoir des questions. Nous vous proposons de répondre de façon instantanée pour que nous puissions avoir les éléments de réponse. Brice, quelle est la première question? Donc la première question est, connaissez-vous votre investissement en R&D? Donc on va lancer le sondage. C'est une question assez simple où on va vous demander de répondre par oui ou par non. Donc on va laisser quelques secondes pour répondre. Et quand on atteindra un nombre critique, donc on vous présentera le résultat. Il sera suivi en fait par 4 questions au total. Il y a encore quelques dernières questions. On voit que les personnes répondent et donc il est possible de cliquer directement oui ou non en fait, et comme ça la réponse est validée. Bon, on va fermer le sondage, on va passer à la deuxième question. Deuxième question qui est, connaissez-vous votre investissement en recherche et innovation? Donc, dans ce cadre-là, on a bien fait attention d'exclure le développement. De la même manière, la question est à répondre par oui ou par non. Et donc là, ça répond de plus en plus d'exercices oui ou non à cette question-là. Donc, je vais fermer le sondage. Donc, les premières réponses, finalement, sont assez similaires, qui montrent qu'on a un public qui est relativement averti ce matin. Première question donc sur connaissez-vous votre investissement en R&D? Alors c'est vrai qu'on est à 54% de oui, 46% de non. Et sur le deuxième, l'investissement spécifique en recherche et innovation, on est à 56% de non. Donc de notre côté, nous on a fait un petit sondage pour vous, une étude pardon, pour vous donner une idée de ce qu'on retrouve dans les différentes industries. Donc le pharma, la pharmaceutique est l'industrie qui aujourd'hui investit le plus par rapport à son chiffre d'affaires en R&D avec environ 14%. Au niveau de l'informatique, on a une dizaine de pourcents, l'aéronautique 5% et les industries plus conventionnelles de l'ordre de 3%. On va passer à la troisième question, troisième sondage, qui est connaissez-vous la part du CA issue des projets d'innovation? Donc c'est des départs qui peuvent être sur 3, 5 ans en général.
On vous laisse quelques secondes pour répondre. Donc voilà, on a atteint un quota assez significatif. On va passer donc à la quatrième question, qui est finalement, connaissez-vous votre taux d'échec et les enjeux économiques associés? Donc là, on est sur une notion de coût de l'échec. Est-ce que vous connaissez le coût de l'échec des projets qui finalement n'aboutissent pas? On peut profiter de ce temps de réponse pour remercier les auditeurs de participer activement, parce qu'ils sont très majoritaires à répondre aux questions du sondage. Donc on a les résultats des deux. Donc connaissez-vous l'issue des projets? On a été un petit peu moins performant que sur les deux premières questions, avec majoritairement une réponse non à hauteur de 70%. Et concernant le coût de l'échec, on est à 86%. Donc on voit que quand on rentre dans des sujets un petit peu plus micro à l'échelle du projet, les réponses sont, enfin les connaissances sont un petit peu moins élaborées en termes de métriques sur ce sujet. Pour compléter un petit peu ce qu'on vient de voir, l'exemple emblématique, c'est toujours la pharma avec le taux d'échec de développement en médicaments, où finalement aujourd'hui on est à une molécule sur 10 000 qui va aboutir à un médicament. Donc un très fort taux d'échec et du coup un très fort coût de l'échec pour un break-even point de l'ordre de 16 ans. Le coût de l'échec est également mis en avant dans deux études récentes, une du cabinet Unanet, qui montre finalement que quand on se concentre sur le succès attendu par les projets, 90% des projets finalement n'atteignent pas leurs objectifs. Également la deuxième étude du cabinet Nielsen qui montre qu'aujourd'hui il y a besoin finalement que les produits rencontrent très rapidement leur marché pour voir s'ils répondent aux besoins du marché, puisque 75% des nouveaux produits vont disparaître après un an sur le marché. Alors du coup, pour rentrer plus en détail dans la valeur économique dans le cadre du pilotage de la valeur d'un projet, on s'est intéressé à quel est en fait finalement l'intérêt de mesurer la rentabilité des projets de RI. Comme on peut le voir sur la courbe qui représente le coût du projet en fonction du temps, on peut projeter la rentabilité du projet et s'il s'avère que ce projet présente une rentabilité non avérée, ça permet soit d'arrêter complètement ce projet ou de le mettre en stand-by ou d'infléchir le projet pour lui donner plus de chances d'accéder à des niveaux de rentabilité intéressants. Dans les autres cas, quand la rentabilité est avérée, ça permet du coup d'allouer les ressources suffisantes et nécessaires pour mener à bien le projet. Et si on met d'autant plus de ressources dessus, on peut du coup améliorer le time to market également sur ce projet. Donc pour nous, la rentabilité d'un projet de RI est un bon indicateur pour aller mesurer la performance de la recherche et de l'innovation, optimiser le coût de l'échec et améliorer le time to market. Donc comment appréhender un tel indicateur? Dans les entreprises, généralement, le département comptable fait des calculs de valeur actualisée nette. Donc c'est une méthode de mesure, mais qui n'est pas très adaptée pour ces domaines d'incertitude. En plus, les valeurs sont généralement négatives, ne reflètent pas vraiment la réalité, et du coup présentent une vision assez pessimiste des projets de recherche et d'innovation. Nous, on propose d'utiliser le calcul d'une espérance de rentabilité. Donc c'est une méthode qui a été utilisée par les pétroliers depuis quelques années et utilisée en prévision financière, et ça permet d'introduire une notion d'incertitude sur les données d'entrée du calcul. Donc cet indicateur permet en fait de mesurer le pourcentage de chances qu'un projet soit rentable, donc d'avoir au moins une vanne positive.
Donc ça, c'est fait par un traitement statistique et ça permet non plus dans le cadre de la vanne d'avoir une valeur généralement négative, mais là d'avoir un pourcentage représentatif de l'espérance de rentabilité du projet. C'est un bon indicateur pour nous et qui permet de classer les projets relativement les uns par rapport aux autres. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur comment finalement intégrer la notion d'incertitude dans ces calculs. Donc, la méthode la plus couramment utilisée est d'utiliser une courbe gaussienne pour simuler l'incertitude d'un projet. Donc, une courbe gaussienne, pour faire des petits rappels, est caractérisée par sa moyenne et son écart type. Et on peut voir que uniquement en jouant sur l'écart type de la loi gaussienne, on est capable de simuler un degré d'incertitude croissant ou décroissant suivant l'écart type sur une certaine valeur. Donc ça, c'est un concept assez simple. On peut aller plus loin. On a pris par exemple l'exemple assez illustratif de la vente d'une enceinte home cinéma. Donc par exemple, on peut modéliser pour une enceinte vendue seule avec une probabilité de chance de vendre l'enceinte toute seule assez élevée et des volumes de vente assez élevés. Quand on modélise une enceinte vendue en pack ou une enceinte vendue complètement avec le principe home cinéma et la télévision, on voit bien que les volumes de vente décroissent et qu'il y a une proportion plus faible, en tout cas une probabilité plus faible et une incertitude plus importante d'aller vendre cette enceinte dans des packs un peu plus élaborés. Pour reprendre l'exemple de l'enceinte home cinéma, on peut également modéliser le coût de fabrication de ce produit, mais il faut prendre en compte des murs décisionnels. Le premier est par exemple le coût de fabrication irréalisable en dessous d'un certain seuil. Vous avez la matière première à acheter, des briques technologiques à intégrer dedans comme les membranes et tout ça, qui ont un coût, et les experts savent très bien qu'en deçà d'un certain coût, il est improbable de fabriquer ce produit. De la même manière, on a un mur décisionnel haut qui indique en fait un coût de fabrication trop important pour pouvoir fabriquer, pour être rentable en fabriquant cette innovation. Donc en fait, en reprenant les différentes modélisations sur les données d'entrée, on va intégrer un calcul statistique du type Monte-Carlo qui va nous permettre de calculer la probabilité d'avoir une vanne positive après n tirages. Donc ce calcul nous donne le calcul d'espérance de rentabilité du projet qui est estimé en pourcentage. Merci. Je me permets de vous interrompre parce que nous avons des questions. Il y en a une qui est en lien avec ce que l'on vient de voir, Alexandre, vis-à-vis des représentations en forme de courbe de Gauss. On nous demande si on utilise uniquement ces représentations gaussiennes pour représenter. Alors là, j'ai pris généralement c'est celle qui est la plus parlante, la plus connue pour schématiser une incertitude. Bien sûr, il y a d'autres modèles qui peuvent être utilisés dans l'approche économique, par exemple des lois triangulaires, des lois rectangulaires, des lois discrètes. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont à notre disposition pour aller modéliser le plus finement l'incertitude sur une donnée d'entrée, comme les volumes de vente, le prix de revient, des choses comme ça, pour pouvoir les modéliser le plus finement possible. C'est la suite de ce qu'a présenté Alexandre. Donc, est-ce que la valeur économique est le seul indicateur finalement fiable pour mesurer la performance d'un projet? Donc, ce qu'on pense, c'est qu'il faut adjoindre finalement d'autres indicateurs à cette valeur économique, suivant la stratégie d'innovation numérique à un horizon d'une dizaine d'années. La mesure de l'espérance de vanne est plutôt aléatoire et n'a pas forcément toute la dimension qu'on pourrait lui accorder. Donc, parmi les indicateurs qu'on peut mettre en avant, il y a notamment la création de partenariats. Donc, l'idée d'acquérir une nouvelle brique technologique
technologies. C'est vrai que du projet qui est derrière ce genre de choses, c'est la volonté de se démarquer de la concurrence, finalement, pour aboutir à de nouveaux business models ou de nouveaux produits qui permettent d'arriver dans le fameux océan bleu que toutes les entreprises recherchent. Au niveau de l'image de la marque, on a un exemple, j'allais dire emblématique, c'est la Prius de Toyota qui est sortie il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, qui permettait finalement à Toyota de se montrer comme le futur leader sur le marché des véhicules électriques. En termes d'acquisition de connaissances, on rejoint ce que je citais précédemment. Si on développe une brique technologique en vue de l'utiliser dans différents produits, on s'aperçoit rapidement que l'espérance de vanne, comme elle n'est pas liée à un produit, est nulle. Donc, du coup, il faut certainement intégrer un autre indicateur à la vision économique. Le dernier point concerne finalement la stratégie de propriété intellectuelle, où là on peut tomber dans des stratégies de protection de la société, dans une volonté de verrouiller un marché ou bien de contrer des brevets de concurrents. Donc on imagine bien que la dimension économique est très importante. Et donc lorsque l'on parle de la probabilité d'un potentiel de succès futur, à notre sens, il faut évidemment prendre en considération cette valeur économique, mais également venir la pondérer par des critères non économiques. En termes de mise en place, on peut vous conseiller d'intervenir à deux niveaux. Donc une échelle plutôt macro, qui va consister à avoir un traitement différencié des projets de R, de I et de D, et également de formaliser au sein des instances directionnelles de l'entreprise des objectifs, alors à plusieurs dimensions, donc soit sur du court, moyen, long terme, également sur des notions d'activité ou des notions géographiques. À une échelle plus micro, au niveau du projet, donc ce qu'on vous conseille de mettre en place, c'est l'indicateur économique, qui reste quand même, les notions économiques restent le nerf de la guerre d'une société. Donc c'est un indicateur qui, à notre sens, doit être mis en place, mais également les critères non économiques en fonction des objectifs et de la stratégie d'innovation de la société. Et enfin, quitte à les mettre en place, autant les utiliser lors des différentes prises de position. Donc là, aujourd'hui, on a fait un focus vraiment ciblé sur le pilotage de la valeur. À notre sens, il est quand même important d'ajouter deux autres dimensions pour avoir un outil d'aide à la décision qui soit cohérent, qui sont le pilotage stratégique, c'est-à-dire la relation entre la stratégie d'entreprise et le projet, et le pilotage des incertitudes des projets de RI, par exemple la maturité d'une technologie ou la complexité d'un projet. Donc avec ces différents éléments, ces différentes dimensions, on est capable d'avoir une vision micro à l'échelle du projet, donc d'avoir des jalons de décision go, no go sur les projets pour être capable de les arrêter ou de les dynamiser le plus tôt possible pour optimiser le coût de l'échec. Et un niveau macro sur la création du portefeuille de projet ou sa gestion dynamique en cours d'année. Donc pour nous, cette méthode en fait, propose une base commune de discussion à l'ensemble des intervenants et des décideurs de la société sur les projets de recherche et d'innovation afin d'optimiser les investissements de demain et donc de maximiser les profits. Merci messieurs, merci Brice, merci Alexandre. Maintenant place aux questions. Nous avons eu tout au long de ce webinaire quelques questions que nous allons maintenant poser. On va revenir sur la fin de la présentation. Avez-vous des exemples qui illustrent la dimension? Oui, concernant la création de partenariats, on peut citer par exemple le partenariat qui a été élaboré entre Samsung et Legrand, je veux dire, pour faire de la domotique 2.0 au sein des maisons. On peut légitimement penser que si Legrand s'était engagé dans des développements de nouvelles technologies, ça aurait pris beaucoup plus de temps que finalement d'intégrer la brique technologique que dont Samsung disposait.
En termes d'avantages concurrentiels, l'exemple qui me vient en tête, c'est les aspirateurs sans sac. Concernant l'image de marque, j'ai eu ça. En termes d'acquisition de connaissances, ce qui me vient en tête, c'est assez récent, c'est un exemple sur le salon de l'auto, avec finalement la batterie qui a été développée par Volkswagen, qui va lui permettre de proposer un véhicule électrique ayant une autonomie de 600 km à l'horizon 2018, il me semble. Aujourd'hui, on est à 300 km. Je crois que le véhicule, la Golf, qui sortira en 2017, aura une autonomie de 300 et ils envisagent en fait pour 2018 d'avoir un véhicule à 600 km d'autonomie. En termes de stratégie de pays, l'exemple le plus emblématique serait peut-être Monsanto ou bien IBM et Sony qui ont en général qui sont reconnus pour leur dynamisme en termes de sortie de dépôt de brevets. Très bien. Au niveau de votre conclusion, vous me conseillez d'avoir un traitement différencié des projets de recherche, d'innovation et de développement. Qu'est-ce que vous entendez par traitement différencié? C'est ce qu'on nous demande. Alors, il y a plusieurs niveaux. Le premier des points, c'est finalement d'avoir une cour. Cette stratégie aussi peut être fonction des différentes activités de la société. On peut imaginer une technologie qui soit reprise dans de multiples domaines d'activité. Tout à l'heure, je citais l'exemple de Samsung. Voilà, Samsung est vraiment un géant qui s'est diversifié dans de très nombreux domaines qui sont finalement à prendre en compte quand on va définir sa stratégie d'innovation. Le dernier point qui rejoint finalement les différentes activités, qui est la localisation géographique. Comment est-ce que finalement j'étends une stratégie d'innovation cohérente par rapport à ma localisation. Donc ça, c'est en ce qui concerne la stratégie. Vous devez également avoir un pilotage un peu coordonné et également prendre en compte d'avoir une comptabilité analytique par typologie de projet. Alors, on l'entend par une comptabilité analytique à l'échelle de la recherche, de l'innovation et du développement, mais également à l'échelle du projet. Autre question, on va prendre un peu de recul. Comment faites-vous la différence entre projet d'innovation et projet de développement? Alors en fait, dans la définition que nous, on a donnée au démarrage du webinaire, on va différencier les projets d'innovation et de développement par la notion d'incertitude marché. Une innovation, pour nous, repose à la fois sur un business model potentiellement innovant, ou un service innovant, ou un produit innovant. Et on va caractériser l'innovation par le fait que l'intérêt du marché reste une incertitude assez importante. Pour nous, les projets de développement, on va plus être sur comment produire à moindre coût l'innovation dont on sait généralement l'intérêt du marché pour ce produit-là. Dans le cadre de ce webinaire-là, on a souhaité faire ce type de ségrégation. Après, les entreprises ont, entre guillemets, chacune un petit peu leur propre définition des projets de recherche, d'innovation et de développement. Mais nous, pour avoir un traitement différencié de ces projets-là, on pense important de faire la ségrégation de ces projets-là par le biais de l'incertitude, afin de pouvoir adapter derrière les méthodes les plus intéressantes pour améliorer la performance de ces projets. Une autre question, est-ce qu'il y a des solutions informatiques qui rendent les calculs statistiques de l'espérance plus simples? Est-ce que ce sont bien les logiciels, alors on nous nomme projet portfolio management, quel logiciel vous recommandez? Alors, projet portfolio management, en effet, permet de concaténer un certain nombre de projets pour créer un portefeuille de projets, comme son nom l'indique. Nous, sur la partie statistique, il y a deux outils qui sont assez abordables et qui sont assez puissants. On a notamment Excel Stat, qui est un plugin d'Excel
qui permet de faire des calculs assez avancés en termes d'espérance de rentabilité. Et il y en a un autre de Oracle qui permet également, de façon assez simple, d'aller bouger directement sur le graphique la forme de la gaussienne ou des différents modèles d'incertitude pour aller estimer l'espérance de rentabilité. Non, il y a encore une toute dernière question pour vous, messieurs. Intégrez-vous l'échelle TRL dans le calcul de la valorisation? Alors, dans le calcul de la valorisation, ça peut définir la notion d'incertitude. Pour nous, on n'utilise pas forcément l'échelle TRL dans l'indicateur sur la valeur d'un projet. En revanche, on va l'utiliser sur le module qui traite de l'incertitude des projets de RI. Plus un projet aura un TRL faible, plus ça indique en fait un niveau de maturité de la technologie. Je rappelle que TRS, c'est Technology Readiness Level, donc le niveau de maturité d'une technologie, et ça permet aussi d'indiquer le degré donc, de maturité de la technologie et donc la difficulté ou le temps qu'on va mettre pour aller la déployer sur le marché. Donc on ne l'utilise pas exactement dans la notion de valeur, mais plus dans les aspects d'incertitude sur le projet. Parfait, merci messieurs. De toute façon, si vous avez encore d'autres questions, nous allons pouvoir y répondre par la suite, étant donné que nous allons vous donner les coordonnées des personnes à contacter si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet-là. De toute façon, vous allez recevoir automatiquement, c'était une autre question qu'on avait eue également, vous allez recevoir automatiquement la présentation qui est en train de se dérouler sous les yeux de façon précipitée, on va y arriver. Vous allez recevoir automatiquement par retour de mail cette présentation diaporama. À l'intérieur, vous aurez les liens et notamment les coordonnées de Valentin. Questionnaire si vous souhaitez encore vous inscrire au prochain webinaire le jeudi 3 novembre 2016 à 14h30 sur le sujet comment initier et conduire une démarche de créativité au sein de son organisation et le 24 novembre à 10h30 sur les projets d'innovation du business model au business plan, les étapes clés pour accélérer et piloter ses développements. Comme vous allez recevoir ces présentations d'Aporama, vous pourrez, comme c'est indiqué, vous inscrire ici en cliquant sur le lien, évidemment, sur le site d'Heming, heming.fr. Vous pouvez également suivre toute l'actualité d'Heming, à la fois sur LinkedIn et sur Twitter. Merci Brice, merci Alexandre pour cette présentation. Nous allons voilà, en finir aujourd'hui. Merci de votre attention et vous allez recevoir automatiquement après de messages, vous donner votre avis sur ce webinaire et savoir aussi précisément si vous souhaitez aborder d'autres sujets dans le cadre des programmes des webinaires d'Heming. Merci de votre attention, bonne fin de journée à tous, au revoir.